Monsieur Happer. Alors aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Quel a été votre parcours scolaire? Bonjour, chaotique, très chaotique. En fait, j'étais un peu fâché avec l'école. J'étais scolarisé jusqu'en seconde et après je me suis retrouvé chez les Compagnons du Devoir et j'ai appris le métier de couvreur. J'ai passé un CAP et j'ai travaillé vraiment très tôt. Ce qui fait que je suis une carrière longue. Et à 30 ans, ça m'a pris comme ça. J'ai repassé le bac en cours du soir et puis j'ai intégré l'université et j'ai passé une maîtrise de philosophie. Vous venez de nous parler de votre parcours scolaire, mais quel a été votre parcours professionnel? 17 ans de couverture, puisque j'avais appris le métier de couvreur. Quand j'ai eu ma maîtrise de philo, j'ai voulu passer les concours pour être enseignant, pour être prof de philo, l'agrégation et le CAPES. Et puis en fait j'ai travaillé rapidement pour le conseil régional et j'ai été embauché en 2003 par Dijon Métropole en tant que chargé de mission développement durable. Et depuis 2007, je suis directeur de la maison d'architecture et d'environnement de Dijon Métropole. D'accord. Et quels sont vos centres d'intérêt dans la vie? Multiples. J'en ai trop, hein. Je me disperse. Mais globalement, en fait, l'environnement, hein, la nature, je suis vraiment un passionné, un naturaliste amateur, on va dire. La philosophie, hein, j'ai fait des études et c'est pas pour rien. Et puis même dans ma pratique professionnelle, ça me sert beaucoup. Et la musique, j'aime beaucoup la musique, je suis musicien et voilà. C'est à peu près les trois grands, mais tout m'intéresse, la science. Merci. Bonjour Monsieur Happer, je vais continuer sur pourquoi avez-vous créé l'Attitude 21? Parce qu'on m'a demandé, parce que c'était mon métier. En fait, c'est pas moi qui. Alors c'est moi qui ai œuvré en fait à la création de cet établissement, mais c'est pas moi qui en ai eu ni l'idée. Voilà, et c'est en tant qu'agent de la métropole, chargé de mission. Je me suis occupé de pistes cyclables, d'agriculture périurbaine, enfin d'un certain nombre de dossiers. Et un jour, on m'a demandé en fait de créer cet établissement. Donc c'est un jeu avec les acteurs, les architectes, les naturalistes, les associations, les maires, etc. Il faut que tout le monde s'entende. On a des missions et donc voilà, c'est une création, c'était mon métier, quoi. Et qu'est-ce que l'Attitude 21 propose aux habitants concrètement? Alors l'Attitude 21, c'est un lieu culturel d'éducation, sensibilisation, architecture, paysage, environnement. On fait beaucoup d'animations dans le milieu scolaire, puisqu'on fait plus de 1000 animations par an dans les écoles de Dijon Métropole, donc sur tout un tas de sujets, hein, sur l'architecture, sur l'ornithologie, sur les déchets, sur l'eau, sur la biodiversité, etc. Et puis on a des locaux situés 33 rue de Montmusard, sur lesquels en fait on monte des expositions. Donc on accueille ou on produit des expositions. En ce moment, on a une exposition sur le paysage, par exemple. Et on fait des conférences, des soirées thématiques. Le samedi, le mercredi, pendant les vacances, on fait beaucoup d'ateliers, des balades naturalistes pour les habitants, pour les familles, des ateliers de maquette d'architecture. Voilà, tout ce genre de choses. Et donc du coup, il y a combien de salariés à peu près? Alors, on est une toute petite équipe, on a démarré à 2 salariés, maintenant on est 4 depuis le mois de janvier, et puis on a une jeune service civique allemande. On est dans un dispositif d'échange avec l'Allemagne de service civique depuis 11 ans, je crois. Pourquoi un tel engagement pour le jardin partagé Le Monde Ému? Ah oui, alors on a un jardin partagé, c'est vrai, j'ai oublié de signaler, qui est une vraie expérience. Alors un engagement, nous on était un peu à l'origine de ce jardin partagé, mais aussi avec l'aménageur du quartier qui avait prévu dans ses plans, mais qui ne savait pas trop comment le faire. Et ça tombait bien, on était là, on a travaillé avec la commission de quartier pour créer ce jardin partagé qui aujourd'hui réunit à peu près une cinquantaine de familles. Nous avons des poules, une plateforme de compostage et c'est un lieu vraiment très vivant. On était là encore dimanche, tous les premiers dimanches de chaque mois, on fait des ateliers collectifs. Et il y a toujours une trentaine de personnes, en fait, de jardiniers qui sont là ensemble, à travailler le dimanche matin et boire après l'apéro, hein, bien sûr. C'est très convivial. Qu'est-ce qui vous plaît dans les jardins partagés? Alors, ce qui me plaît, c'est la rencontre. C'est-à-dire que je pense que le jardin partagé, c'est bon, on produit des légumes, on va pas se nourrir avec ça, hein, c'est le plaisir quand même du retour à la terre. Mais c'est surtout qu'on est dans une société où il n'y a plus d'église, il n'y a plus de MJC, il n'y a plus de bistrot dans les quartiers. Ce qui fait que les individus, on peut passer sa vie à rencontrer que des gens qui nous ressemblent. On choisit vraiment là où on va faire du sport, là où on va faire ses courses, etc. Et donc on n'est pas forcément en contact avec celui qui est complètement autre que nous.
l'étranger, le vieux quand on est jeune, le jeune quand on est vieux, etc. Donc ça cloisonne beaucoup en fait nos états d'esprit, puisqu'en fait on ne rencontre que des gens qui sont comme nous, qui sont d'accord avec nous, etc. Et je pense que le social, le lien social se fait par confrontation, et l'enrichissement en fait se fait par confrontation à ce qui est différent. Et donc le jardin partagé, ça permet d'avoir un lieu où il y a des gens vraiment de tout horizon, de toute origine, de tout âge, de toute opinion politique, qui se réunissent, qui font des choses ensemble, qui ont plaisir à se côtoyer, et qui souvent en fait se frottent un peu, s'affrontent un peu. Mais c'est important de penser contre soi, penser tout le temps la même chose, penser qu'on est du côté du bien, qu'on pense bien, etc. Ça ne rend pas intelligent. Vraiment, l'intelligence, le savoir, la tolérance, ça vient de la confrontation à autrui, et surtout à celui qui est complètement différent de soi-même, quoi. Et donc, le jardin partagé, c'est cet enrichissement et cette joie, en fait, d'évoluer ensemble avec l'altérité, ce qu'on appelle l'altérité. Et je crois que c'est le premier rôle. Et ça fait vraiment société, ça fait la solidarité, ça fait la compréhension, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'on voit bien que dans nos sociétés, quand on n'est pas d'accord, on s'invective, on s'injurie, tout de suite c'est la violence. Celui qui ne ressemble pas, c'est le mal, quoi, je veux dire. Donc le rôle du jardin partagé, je pense que c'est avant tout celui-là, quoi. Et dans les quartiers, ça change vraiment les choses, quoi. Merci. Tu as une question? Sinon, selon vous, quels sont les objectifs en fait, des jardins partagés? Selon moi, c'est celui-là. C'est de créer ces lieux. Moi, je suis persuadé que la révolution viendra des jardins partagés. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où en fait on a des individus qui se côtoient, qui s'organisent, qui s'entendent, qui prennent du plaisir à être ensemble dans un quartier, si on a ça dans tous les quartiers, on a une réappropriation en fait de l'espace public, voilà, et on peut faire d'autres projets dans le jardin partagé. Là, il y a un mail qui traverse le quartier, donc qui est géré aujourd'hui par l'aménageur, qui va être restitué à la ville. Et les jardiniers ont été voir la mairie pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire une forêt comestible, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses. Donc ça donne envie de faire plus. Pour moi, c'est le premier intérêt, le premier objectif du jardin partagé. En plus de celui de produire des légumes bio, etc. Mais vraiment, je pense que c'est presque qu'un prétexte, quoi. On pourrait faire de la musique ensemble, on pourrait faire autre chose ensemble, mais voilà, c'est vraiment l'endroit où on rencontre ce qui ne nous ressemble pas. Et je crois que c'est vraiment ce qui est, pour moi, à mon sens, le plus important dans ce type d'aménagement. Donc, selon vous, il faudrait les développer plus? Oui, bien sûr. La ville de Dijon, à Dijon et puis un peu dans des communes alentours, il y a quand même de plus en plus de jardins partagés. Ils s'en créent tout le temps, mais vraiment, il faudrait que ce soit une politique de. Alors, il faut bien que les gens soient volontaires. Hein. On va pas les obliger. C'est pas des camps de travail. Mais c'est vrai que vraiment, s'il y avait vraiment cet espace de respiration, d'entraide, en fait, dans chaque quartier, à terme, vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, quoi. Sinon, pour passer à un autre sujet, donc ça fait depuis quand que vous êtes passionné par la nature comme ça? Alors, pas depuis tout, parce que moi je suis vraiment un urbain, j'ai toujours vécu en ville, j'ai toujours vécu en ville, et je suis passionné, alors je ne pourrais pas dire le moment en fait, où passionné. J'ai commencé d'ailleurs par l'ornithologie, quoi, par avoir une paire de jumelles, un guide, etc. Ce que je veux dire, c'est que cette passion, c'est pas une passion comme ça, la nature c'est chouette, c'est beau, etc. C'est parce que je déteste m'ennuyer. Et je trouve que lorsqu'on est curieux des plantes, des animaux, etc., des insectes, on va dire ce truc-là, lorsqu'on passe du temps dehors, on ne s'ennuie pas, quoi. On est tout le temps à chercher des trucs, à découvrir des choses. C'est une joie immense en fait. Et donc c'est venu progressivement. Puis en plus là, le fait que je sois directeur, donc je fais aussi des animations moi auprès des enfants, plus ou moins grands d'ailleurs, hein, même des jeunes adultes. On apprend ensemble et je trouve que c'est vraiment, on fait l'expérience de l'école dehors, quoi. Et c'est vraiment une expérience de joie. C'est-à-dire qu'on accroît sa capacité à être au monde lorsqu'on connaît plus de choses. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme si vous êtes sous un ciel étoilé la nuit, par exemple. Vous dites, oh, c'est beau les étoiles, c'est super, c'est poétique, etc. Si vous connaissez en fait quelques constellations
bah déjà vous y prenez plus de plaisir parce que vous, ah ouais, tiens, je reconnais les choses. Si vous avez une paire de jumelles puis vous connaissez vraiment les objets de Messier ou ce genre de choses, alors là vous passez une nuit incroyable à découvrir, à chercher des choses que vous connaissez, à les repérer. Ben, c'est la même chose dans la nature. Si vous connaissez des choses, vous vous étonnez, vous attendez le printemps, vous attendez l'automne, vous attendez l'hiver, et à chaque fois vous avez plein de choses à observer, et vous n'êtes pas là à marcher comme un imbécile en disant bon, la nature c'est toujours la même chose. Non, un bout de 100 mètres de haie, ça vous suffit, quoi. Et en fait, je crois que c'est ça, en fait, cette passion c'est vraiment le fait que bah, c'est une source de divertissement incroyable, et un vrai divertissement, quoi. Et qui se renouvelle tout le temps, et puis qui est infini, quoi. C'est merveilleux. Et selon vous, donc dans les villes comme à Dijon, par exemple, c'est quoi en fait les autres sujets qui vous passionnent par la nature? La vie culturelle en général, quoi. Hein. Après, bon, moi j'aime beaucoup Dijon. Je suis pas dijonnais, hein, je suis arrivé en 88. Mais c'est vraiment envie d'adoption, quoi. Vraiment, je pense que je vais mourir ici, j'en ai bien peur. Moi, je fais pas mal de vélo. J'aime beaucoup faire du vélo parce que ça permet de rester un peu en relation et en contact avec les saisons quand on fait du vélo, puis connaître son territoire aussi. J'aime bien arpenter le territoire, connaître chaque rue, chaque dadier. Mais bon, voilà, quoi. Je suis pas forcément... voilà, quoi. Je vis comme n'importe qui. J'ai pas forcément de trucs arrêtés. Comme j'ai dit tout à l'heure, je m'éparpille, donc... C'est sûr. Et sinon, dans le domaine paysage, j'ai une question, plus particulièrement, comme vous l'évoquiez souvent, qui est Gilles Clément pour vous? Ah, Gilles Clément, c'est un collègue. C'est bizarre, paysagiste, très célèbre. En fait, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'être appelé alors, en tant que philosophe consultant, c'est un titre un peu ronflant comme ça, pour répondre avec Vincent Maillot, qui est paysagiste à Dijon, et Gilles Clément, qui faisait partie de l'équipe, à un concours, le concours de la Saline Royale d'Arquesnan, qu'on a eu le plaisir de gagner, donc c'est pas mal. Et donc c'est un collègue, on a travaillé ensemble, quoi. Mais Gilles Clément, c'est surtout un paysagiste très célèbre français qui a un peu inversé, d'une certaine façon culturellement, le métier de paysagiste concepteur. Alors sa phrase souvent, c'est dit je suis jardinier et c'est le jardin qu'enseigne, c'est pas moi qu'enseigne. Et il est un peu comme dans cette démarche de curiosité, c'est observons la nature, imitons la nature. Les processus végétaux, les êtres vivants, voilà, et essayons pas de la maîtriser à tout prix, quoi. Alors ça ne veut pas dire que la nature c'est quelque chose de bien en soi, hein. Il y a des personnes qui pensent que ce qui est naturel est bon et ce qui est humain et artificiel est mauvais. C'est pas du tout ça. Dans la nature il y a de la cruauté, il y a de la compétition, il y a aussi de l'entraide, etc. Mais lui c'est vraiment celui qui a conceptualisé un peu avec un certain nombre de concepts comme le tiers paysage qui est un petit peu ne faisons rien, laissons la friche se développer elle-même. Le jardin en mouvement, où justement le jardinier n'est plus celui qui va contraindre dans des limites la végétation, mais plutôt accompagner son libre développement. Voilà, donc c'est ça en fait. Et c'est surtout, Gilles Clément, c'est surtout un homme d'une humanité, d'une gentillesse, c'est vraiment d'un abord facile, c'est vraiment quelqu'un de super chouette. Du coup, selon vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est en fait dans une ville par exemple, comme Dijon? Alors l'écologie, c'est un petit peu. Alors l'écologie, c'est l'étude en fait un peu des êtres vivants, hein, du logos, de là où on vit en fait. C'est vraiment le discours sur notre maison commune, quoi. Et l'écologie, c'est vraiment, ça devrait. Alors si on parle d'écologie politique, c'est vraiment le fait de ne pas oublier qu'on est très dépendants et que tous les êtres vivants sur la planète sont tous très dépendants les uns des autres. Et l'homme a tendance à oublier qu'il est hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il ne produit pas sa nourriture et qu'il a besoin d'autre chose. Il a tendance à oublier la théorie de l'évolution, par exemple. C'est-à-dire qu'il a tendance à oublier qu'en créant toutes ces molécules, il se met en danger. Parce que ces molécules, elles vont cibler... vous connaissez les trithérapies, vous voyez, pour le sida. Alors c'est assez rigolo parce que c'est une thérapie qui s'attaque à 3 cibles différentes sur le virus. Et il y a très peu de chances que le virus puisse muter sur ces 3 cibles-là en même temps. Il y a une chance sur je ne sais pas combien de millions. Et c'est la même chose d'être vivant. Donc c'est cet oubli qui fait que cette hubris en fait un petit peu, qui peut mettre notre humanité en danger et nous créer de grands problèmes, on voit avec le changement climatique, parce qu'on oublie ça. Donc pour moi, l'écologie, c'est vraiment prendre en compte les autres êtres vivants, les autres mécanismes, pour pouvoir se développer de façon la plus harmonieuse possible,
et c'est toujours un espèce de but comme ça, et éviter d'être contre-productif et puis de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc c'est surtout avant tout ça, plus qu'une idéologie du retour à une espèce d'âge d'or, de l'harmonie de l'homme avec la nature, etc. Non, c'est vraiment, pour moi l'écologie, c'est arrêter d'oublier les autres, quoi. Donc c'est plutôt une attention vraiment au vivant, au système, etc. Donc l'écologie a besoin vraiment de la science, quoi. Et de la science dans tous ces objets, quoi. Dans toutes ces dimensions, on va dire. C'est-à-dire cette production de connaissances en commun sur les différents objets qui nous préoccupent. On a parlé tout à l'heure que vous venez surtout de la ville, mais du coup, pour vous, que représente le végétal en ville? Alors le végétal, vous savez qu'historiquement, la ville s'est construite contre la nature. La nature, on n'en pouvait plus, quoi. Il y en avait partout. Et donc on s'est mis dans des remparts. Alors contre la nature, les remparts, c'était pas contre la nature, hein, c'était contre des envahisseurs, mais comme il n'y avait pas beaucoup de place, la ville s'est construite vraiment, la nature, on sortait des remparts, puis on allait à la campagne, quoi. On allait dehors, on cultivait, etc. Donc les premiers parcs publics, c'est le 19e siècle. C'est-à-dire que quand on commence à faire des parcs à Dijon, c'est le jardin d'Arcy. Et on le fait d'ailleurs avec des plantes venues des colonies, quoi, des arbres trop exotiques, etc. Et on l'enferme, quoi. On l'enferme vraiment avec des grilles, quoi. Les premiers parcs publics, on enferme ça dans des grilles, parce que bon, tu vois, la nature, il faut vraiment qu'elle reste à sa place. Alors ça a évolué dans les années 70, parce qu'aujourd'hui, on a une nature, on a des parcs, en fait, beaucoup plus ouverts, etc. Je crois que, et bien, on a des jardins partagés. Je crois que la ville, il faut qu'elle soit végétale, c'est plutôt pour le bonheur des habitants, quoi. Et aujourd'hui, la ville, c'est quand même beaucoup de biodiversité. Il y a plus de biodiversité maintenant presque en ville que dans certains coins de campagne, où à force de mettre des trucs qui finissent par cide, les pesticides, les trucs, c'est des trucs pour trucider les autres, quoi, je veux dire. Et ben, on se retrouve avec des pertes de biodiversité incroyables. Donc la ville, ça peut être un recours là-dessus. Il ne faut pas que ça soit une idéologie, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça soit une espèce de truc, il faut du végétal à tout prix, le végétal c'est bon, etc. Et puis il faut que ça soit bien fait. Beaucoup d'arbres en ville se sont fait rattraper par la ville. C'était des arbres qui étaient la ville, Dijon, en fait, elle s'est étendue après les années 30, hein, ou à partir des années 30. Avant, elle était vraiment assez compacte. Donc, il y a des villes qui sont rattrapées. Et moi, quand je vois des arbres, et on en a devant la Tite 21, et en fait, c'est tout bétonné, et on oublie que l'arbre, il a besoin d'eau, il a besoin de ses feuilles. Il a besoin de matière organique, quoi. Et si on met du béton, comment l'arbre il peut faire, quoi, je veux dire. Donc ça c'est pareil, c'est comprendre comment un arbre fonctionne, comprendre de quoi il a besoin pour faire les choses bien, quoi. Et donc le végétal en ville, oui, mais bon, bien fait. Et ça c'est aussi un problème, justement on parlait des paysagistes, le paysagiste a plutôt tendance à mettre dans les cœurs de ville en fait du minéral, parce qu'il est payé au pourcentage, le végétal vaut rien. Donc un paysagiste, s'il veut gagner sa vie, il vous met des bancs en grès, etc. On pourrait faire les choses un peu différemment, mais il y a beaucoup de progrès dernièrement quand même, je trouve. Et enfin, donc, pour finir, quelles sont vos ambitions pour créer une ville plus durable, que ce soit en particulier à Dijon ou dans d'autres villes? Alors mes ambitions personnelles, c'est quelque chose. Mes souhaits, mes rêves, c'est on m'a posé la question. On a fait une exposition il y a 3 ans avec Luc Schuiten, qui est un dessinateur bruxellois, qui imagine la ville du futur, biomimétique, organique, végétale, etc. C'est un peu ça. Je trouve que ça serait bien d'avoir une ville qui soit moins contraignante. Par exemple, aujourd'hui, la ville s'est fait quand même dans les années, comme je disais, en fait, dans les 30 glorieuses, vraiment, ça s'est développé avec quand même un phénomène, c'est l'énergie pas chère, le pétrole, le gaz, ce qui fait que on s'est étendu. Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à pas prendre sa voiture pour aller faire du sport, pour aller au cinéma. Il y a des zones, machin, et puis il y a des gens qui habitent et on voit bien le problème. Donc la ville, il faut que ça soit une ville à taille humaine, dense, agréable, où on a viré quand même beaucoup de voitures, c'est-à-dire que la place commune, l'espace commun n'est pas seulement dédié à la voiture, parce que quand on regarde
à part en centre-ville, la place de la bagnole, qui se gare, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est pas une ville pour les humains. Les enfants, ils sont plus dans la rue, ils peuvent plus jouer dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. Il n'y a plus de bistrot, il y a plus de lien social. Nous, on avait fait une exposition, on s'est rendu compte, dans chaque quartier, il y avait des bouchers, des boulangers, etc. Il n'y a presque plus de commerce. C'est très rare, en fait. Donc, c'est une ville, en fait, qui retrouve quand même cette fonction d'être multifonctionnelle, d'avoir de l'emploi, du commerce, voilà, et qui ne soit pas une ville efficace, quoi. Il aurait pu qu'elle soit efficace, presque. Mais voilà, et puis qu'il soit en fait, durable dans le sens sobre en énergie, riche en savoir, voilà, puis où il fait bon vivre, quoi. Mais j'ai pas plus d'ambition que ça, quoi. Mais je pense que ça, il faudra du temps. Il faudra du temps. Donc, la ville, ça fait 100 ans qu'elle se construit, là. Elle ne peut pas changer un claquement de doigts comme ça. Il faudra du temps. Merci pour toutes ces réponses.